Yorana, bienvenue à tous dans Web Connection. On est en direct sur Facebook, alors n'hésitez pas à poser vos questions. On va parler aujourd'hui d'estime de soi, comment se détacher du regard des autres à l'heure notamment des réseaux sociaux. On a deux invités avec nous aujourd'hui qui vont nous donner des clés pour ça. Temanava Domingo et Hinate Alai, c'est tout de suite. Yorana, donc on est dans Web Connection et on parle d'estime de soi. On va tout de suite retrouver nos invités qui ont bien voulu participer à cette émission. Temanava Domingo, bonjour. Yorana. Hinate Alai, Yorana. bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous ce soir pour parler d'estime de soi. Et d'ailleurs, on va définir un petit peu les termes avec vous. Estime de soi, confiance en soi. Après, on verra un petit peu ce que vous faites, atelier bien-être, atelier coaching breathwork. Mais d'abord, on va essayer d'abord de se connaître, de mieux comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, je me tourne vers toi, Hinatea. Je l'ai dit, tu es coach en breathwork. Avant de te lancer là-dedans, dans tout ce qui est bien-être, tu aussi toi-même as eu des complexes. Oui. Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu peux nous en parler? Quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de complexes au sujet de mon poids. Ça serait mentir de dire qu'aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Ça dépend des jours, ça dépend de comment je me sens, etc. Et aussi beaucoup de complexes au niveau de mes cheveux. Pendant très longtemps, en fait, moi, j'ai les cheveux bouclés. Et pendant très longtemps, il fallait que je me lisse les cheveux. C'était vraiment un complexe où tout le temps en train de faire des chignons et tout. Mais c'est un gros travail que j'ai fait depuis les dernières années. Et aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était avant. C'est un gros travail que tu as fait depuis ces dernières années et notamment ton expérience au Canada t'a beaucoup forgé, Oui, en fait. absolument. J'ai passé 12 ans au Canada. Je suis allée pour faire mes études. J'ai étudié en psychologie, sociologie, santé publique. Et ensuite, je me suis formée aussi en breathwork, en naturopathie et en auto-hypnose. On parlait au téléphone avant l'émission de comment en fait ce voyage au Canada t'a rendu indépendante, mais comment ça a aussi impacté tes relations. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est sûr que quand on arrive au Canada, déjà j'étais hyper jeune, j'avais je pense 18 ans. Euh, J'étais un peu livrée à moi-même parce que j'avais jamais vraiment habité toute seule. J'ai commencé l'université, puis il a vraiment fallu que je me crée un cercle d'amis. Et donc oui, c'est tout un challenge. De se créer une nouvelle identité en fait parce que j'ai perdu tous mes repères, j'avais pas ma famille, oui j'avais ma cousine mais c'est pas pareil en fait quand on est ici à Tahiti à la maison. Ouais c'est ça, vraiment me recréer à zéro. Et c'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui après un mois, ça fait un mois que je suis de retour définitivement. J'ai un peu ce sentiment-là aussi de me recréer une identité de la Hina de 30 ans qui est de retour, qui n'est plus la même qui était il y a 12 ans. Quoi. Il faut se reconstruire Absolument. tout le temps. Quoi. Merci pour ce premier témoignage. Temanava Domingo, tu as donc été Miss Tahiti 2024, mais avant cela, tu as aussi été mannequin. Et petite, tu as complexé par rapport à ta taille. Oui, alors pas qu'à ma taille parce qu'elle parle des cheveux, pareil, j'ai des bouclettes et en fait, quand j'entends ce que Rina dit, je me dis oui, on a tous des complexes et oui, il se trouve qu'au collège, c'est peut-être le pic des complexes parce que on est là, on essaye de se construire, on essaye d'apprendre à se connaître. Et moi, franchement, j'avais le package, hein. J'étais grande, je portais des lunettes, j'avais les cheveux bouclés que je lissais tous les matins. Il fallait pas qu'il y ait un seul cheveu qui dépasse. J'ai des grands pieds, plus grandes que tout le monde. Enfin bref, du coup, ça, ouais, je fais quoi en fait? Et il se trouve que j'ai eu l'opportunité de faire un concours de mannequin. Et en fait, tous ces complexes s'avéraient en fait être un trésor pour moi, dans le sens où ma taille, c'est ce qu'il y a de mieux pour le mannequinat. Je faisais moi je faisais déjà 1m74 en quatrième, je crois, ou en cinquième.
Donc ma taille, mes cheveux, pareil. En fait, c'était mon identité finalement, que j'essayais de cacher constamment parce que je pensais que ça fallait absolument, ça n'avait pas sa place. Et il se trouve que en faisant ça, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que être toi, c'est-à-dire avec ce que tu es déjà sans avoir à le cacher, à le changer, ça a déjà beaucoup de valeur, quoi. Mm. Donc, ouais, j'ai grandi, ouais. Est-ce que le mannequinat et justement et l'élection peut-être de Miss Tahiti, d'ailleurs on est en plein dedans, c'est à quelques jours de... C'est aussi pour ça que Oui. j'ai choisi ce thème ce mois-ci. Le mannequinat, l'élection, comment ça t'a permis d'avoir plus confiance en toi? D'ailleurs tu différencies les deux termes. Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est important de différencier l'estime de soi et la confiance en soi. On en parlait en off. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. Donc, c'est quelque chose, c'est un peu notre pilier, quoi, dans la vie de tous Mm. les jours. La valeur qu'on s'accorde. Donc, il y a des personnes qui se dévalorisent énormément. Mm. Donc, voilà, c'est la valeur. Et la confiance en soi, ça dépend, je dirais que c'est quelque chose qui se développe, qui se construit. C'est-à-dire que je peux avoir confiance en moi en étant ici avec vous, et si vous me demandez d'aller construire une maison, peut-être que j'aurai un peu moins confiance en moi, mais parce que c'est pas quelque chose que je connais. Mais en même temps, la confiance en soi, je dirais que c'est à la fois quelque chose qu'on construit, mais quelque chose qu'on a toujours eu depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est sur Terre. Mais c'est quelque chose qu'on cache parce que parfois la confiance en soi, ça peut être perçu comme de la prétention, comme on dit chez nous, t'es faourou. Enfin, donc, On s'efface un peu plus en Polynésie ou est-ce qu'il y a des choses sociétales ici en Polynésie qui font que des fois on peut être moins... moi, j'aimerais pas en faire une généralité. Je Mm. pense que c'est plus lié au parcours de vie, à l'expérience, à l'environnement, l'entourage qu'on a qui peuvent impacter ça. Et on peut avoir des tendances à s'effacer, mais j'ai envie de dire, quelqu'un qui vit en France ou en Nouvelle-Zélande, peu importe, elle peut aussi s'effacer. Je veux dire, je pense pas que ça soit Mm. forcément lié au pays, mais Je- ça peut-être peut avoir un impact. Mais oui, pour revenir à ta Et, question, ouais, oui, sur, non, et tes expériences en tant que mannequin et Miss, ça ouais. t'a permis de développer quoi, ton estime de toi ou ta confiance en toi? J'ai Les deux. appris à me connaître. J'ai appris à me connaître et je pense que ça, c'est limite la base de l'estime de soi et de la confiance en soi. Euh, Comme Ina, c'est pas parce que aujourd'hui je parle beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi que je suis toujours au top du top. Alors là, Mm. je dis tout de suite non. Il m'arrive de me réveiller à certains matins et de me dire est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais bien de faire ça? Bien sûr que j'ai des grosses périodes de remise en question, mais tout simplement parce que je suis humaine et ça aussi j'apprends à l'accepter aujourd'hui, à accepter que ça fasse partie de moi. Donc je dirais que ces expériences Miss Tahiti, le Mm. mannequinat, ça m'a appris à revenir vers moi en fait, tout Mm. simplement. Et j'ai appris à me connaître. Ouais. Une fois je remplissais une interview pour Miss France, il y avait plein de questions et j'ai dit non mais j'ai jamais... je me suis jamais autant posé de questions à moi-même, c'est-à-dire j'avais l'impression d'apprendre à me connaître, quoi. J'allais me connaître par cœur avec ces questions. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai que cette expérience m'apprend vraiment à voir qui je suis, quoi. Ouais. Et tu trouves que les élections, les standards de beauté, ils ont quand même évolué et ça évolue dans le bon sens? Dans le sens où on n'est plus juste belle et... Ouais. Voilà. Je pense que, en fait, comme pour tout, ça évolue, ça évoluera toujours. Mm. Les concours de beauté avant, ben, on était élus sur la base d'une photo, d'une carte postale. Aujourd'hui, la beauté a quand même beaucoup toujours sa place, la beauté plastique, donc le physique et tout. Mais il y a autre chose qui entre en jeu pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle pour moi la beauté intérieure, c'est l'empreinte qu'on a envie de laisser en tant que Miss. Et et pour moi, j'ai envie de dire, c'est même l'essentiel, quoi. Parce que ça se reflète sur le physique. Pour moi, quand tu vois une personne qui rayonne de l'intérieur, quand elle arrive, tu dis ah, waouh et tout. Mais parce que il y a une vraie, il y a une profonde gentillesse, une profonde bienveillance. Enfin, il y a de belles valeurs, quoi. Et ça se ressent, ouais. Et mannequin, c'est quand même très différent par rapport à être Miss. Ah oui, On en parlait. mannequin, tu mets en valeur le vêtement, la Mm. marque, tes porte-manteau. Après, il y a des top modèles, évidemment, c'est un autre sujet. Mais Miss, c'est toi que tu mets en avant. C'est
ton identité, ta C'est qui personnalité, qui tu es exactement. Donc c'est vraiment pas pareil. Moi je suis passée d'un métier où on te dit bon bah tu portes les vêtements à un métier où on te dit bon bah Miss Tahiti, tu arrives et t'es là, tu te mets en avant, tu portes, tu as ta voix aussi. Faut savoir la porter, faut savoir transmettre des messages, faut avoir confiance pour prendre la parole en public. Enfin, Ouais. donc c'est différent. Ouais. Ouais, c'est un gros challenge. Et donc, du coup, t'as vécu en Italie, c'est ça? Oui, bah, j'ai quitté Tahiti à l'âge de 17 ans, juste après mon bac. Donc j'ai fait le concours avant le bac, mais le deal, c'est que fallait que j'ai mon bac. Et après, je pouvais partir en Italie. Je suis restée quelques mois et après, je suis allée sur Paris parce que je faisais mes études à distance. Je pouvais pas faire que le mannequinat. Le deal, c'était les études et le mannequinat. Et après, il y a eu le Covid, donc je suis revenue à Tahiti pour le temps du Covid. Et je suis repartie ensuite à Paris pour persévérer voilà, pour mes études et le mannequinat. Vous pensez que c'est important de partir d'ici pour voir d'autres horizons et peut-être se construire encore, prendre encore plus confiance, en tout cas en soi? Qu'est-ce que vous en pensez, Inatea? Je pense que oui, c'est important, en fait, beaucoup plus pour l'ouverture d'esprit, pour voir autre chose, en termes de paysage évidemment, mais aussi en termes de mentalité. Comment sont les gens dans d'autres environnements, parce que comme on disait vraiment off-cam, l'environnement joue énormément sur notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes. Donc selon moi, oui. Après, c'est sûr que je comprends que c'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Et je suis convaincue qu'il y a aussi des moyens de s'ouvrir l'esprit, d'aller chercher des informations ou même regarder des entrevues ou des podcasts des personnes qui sont d'ailleurs. Ça, déjà, c'est une clé pour avoir une ouverture d'esprit. Exactement. Via Internet. Avec Internet, tout est possible et on peut aller chercher. Le savoir est infini, en fait. Ouais, je rejoins Inatea. Si on a l'opportunité, go. Moi, j'ai envie de dire go. Après, franchement, je sais pas comment tu as vécu. Moi, je suis arrivée en Europe. Quand j'ai eu mon premier, j'étais dans mon logement toute seule. T'as pas ta famille et tout. J'ai mis quand même un peu de temps à m'adapter, un peu de temps à me dire, ok, tu vas pouvoir y arriver, tu vas pouvoir te faire confiance. Y aller, ça veut pas dire que ça sera forcément facile et que ça sera évident. Il y a beaucoup de jeunes polynésiens qui partent et pendant des années, c'est compliqué parce que ce ne sont pas forcément toujours les mêmes valeurs, le même environnement. Donc tu fais face à toi-même, tu dois te débrouiller, tu dois être autonome et tout. Donc ça fait peur. Mais quand tu as fini, quand tu as dépassé cette étape et que tu commences à découvrir certaines choses, moi je trouve que c'est un très beau cadeau. Ouais. Ça te forge tellement en fait d'avoir vécu tout ça, quoi, d'avoir traversé tout ça, quoi. Ouais. Alors, en préparant l'émission, j'ai regardé plusieurs études, j'ai fait mes recherches et je suis tombée sur chaque étude qui parlait de confiance en soi, de bien-être et tout ça, disait que les femmes, toujours, étaient plus nombreuses à avoir moins confiance en elles que les hommes. Donc les femmes sont plus nombreuses à répondre non, j'ai pas confiance en moi que les hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ces statistiques? Est-ce que la société fait que quand on est une femme, on a forcément moins confiance en nous ou... Peut-être, mais je pense pas que c'est seulement ça, dans le sens que les hommes, je sais pas, j'ai pas envie de généraliser non plus, mais peut-être qu'ils sont moins sensibles aussi à... Ils se prennent moins la tête, quoi. Exactement. Peut-être qu'ils se posent pas les mêmes questions que les femmes, que leurs intérêts ne sont pas les mêmes non plus, donc ça fait en sorte que quand on leur pose la question, ils répondent pas du même espace qu'une femme. Je pense que la femme et l'homme ont tous les deux un potentiel énorme. Simplement, il se trouve que dans la société aujourd'hui, la femme se sent beaucoup moins en sécurité. Donc elle a moins de place pour s'exprimer, moins de place pour être confiante, moins de place pour s'affirmer, tout ça. Donc peut-être que c'est ça qui joue. Mais je pense pas qu'il y ait une différence à faire sur l'état de confiance de l'homme ou de la femme. Je pense simplement que la femme commence à prendre sa place, commence à dire ok, nous aussi on peut faire ça, nous aussi on a la force de faire ça. Donc ça évolue et petit à petit... Et petit à petit, les choses seront différentes. Mais peut-être que c'est plus une question de sécurité, j'ai envie de dire. Ouais. Après, c'est vrai que les hommes ont aussi leurs complexes, ont aussi leur pression sociale. Forcément, quand on voit un garçon qui est peut-être physiquement plus beau,
je sais pas, il aura plus confiance en lui par rapport à ça. Et je sais pas si vous connaissez la technique du looks maxing Non, pas du tout. Non, par on rapport en parlait en off, aux mais hommes. ouais. En fait, c'est un concept, c'est à la mode, c'est les États-Unis qui ont mis ça en place. Et en fait, c'est Les États-Unis. les influenceurs américains. En fait, ils se tapent carrément à coups de marteau la mâchoire pour avoir la mâchoire un peu plus carrée et paraître un peu plus viril. Donc les mecs aussi, ils sont... Je sais pas, vous préférez les mâchoires carrées ou... Non, on s'en fiche, non? Je préfère quelqu'un qui se fait Bah, confiance oui, avec ouais. son mâchoire carré. Et justement, les Mais, réseaux sociaux, ils ont une importance capitale, je trouve, dans la construction de soi. ouais. Euh, on est carrément plein à utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est de plus en plus exposé. Par exemple, voilà, est-ce que les réseaux sociaux, si par exemple tu as vu une photo d'une femme, waouh, elle est trop belle et tout, est-ce que vous êtes déjà comparé, ça vous est arrivé? Genre, ah. Oui, c'est sûr Oui. que oui. Et on sait quoi les outils pour arrêter en fait de se comparer perpétuellement aux autres et d'avoir plus confiance? On a beaucoup de responsabilités à avoir en tant que personne qui est sur les réseaux et qui consomme du contenu sur les réseaux. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on est exposé à une quantité illimitée de contenu qu'on peut voir. Et je pense que c'est aussi de notre responsabilité de faire un certain tri quand on ressent cette pression vis-à-vis des réseaux sociaux, de peut-être aller se désabonner de personnes avec qui on fait que de se comparer ou qui ne nous nourrissent pas. Mm. C'est un travail que j'ai énormément fait depuis que j'étais au Canada parce que justement, je me rendais compte que moi aussi, je me comparais aux personnes qui font la même chose que moi, etc. Et c'est toxique, en fait. Donc, je faisais ce travail de tri. OK, je me désabonne pour moi aussi être plus concentrée sur ce qui me fait vibrer, sur ma mission et vers là où j'ai envie d'aller. Donc oui, il y a aussi une certaine responsabilité de notre part à avoir pour les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que oui, c'est facile de se comparer, c'est facile de porter des jugements sur nous-mêmes quand on voit d'autres contenus. Mais voilà. Temanava, quel est ton avis sur la question des réseaux sociaux, des comparaisons? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui sont sans cesse en train de se comparer sur les réseaux, quoi? Mais j'ai envie de dire, déjà sans les réseaux sociaux, on se compare. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas au magasin, tu te compares. Tu vas au restaurant, tu t'en compares peut-être à la copine qui est à la table d'à côté. Les réseaux sociaux mettent en lumière ça, mais la comparaison, pour moi, c'est déjà une problématique qui existe dans toutes les générations, dans la vie en général. Moi, je pense que j'inviterais les personnes à se questionner, ok, ben, d'où vient cette comparaison? Qu'est-ce qu'elle te dit de toi? Par exemple, je vois quelqu'un, je dis, ah, punaise, mais elle, quand elle prend la parole, ah, franchement, elle y va, quoi, elle affirme elle affirme son positionnement, tout ça. Ouais, bon, elle fait un peu genre, ok, ben, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que moi, j'aimerais pas être comme elle? Est-ce que moi, je n'ai pas besoin de m'affirmer davantage? Enfin, voilà, je pense que c'est important aussi dans la comparaison de s'observer et d'apprendre à se connaître pour savoir de quoi on a besoin dans ces moments-là. Après, pour en revenir aux réseaux sociaux, moi aussi je me compare. Franchement, ça serait mentir. Mais aujourd'hui, j'essaie d'avoir du recul par rapport à ça. Et c'est là où je rejoins Rina, c'est que c'est important de suivre aussi des personnes qui nous élèvent. Donc, c'est-à-dire qui nous inspirent, qui nous donnent envie d'y arriver, d'y aller. Pas des personnes où on va passer notre temps à se comparer alors qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes ressources. Donc voilà, de s'entourer encore une fois de personnes qui nous élèvent, qui nous inspirent et prendre du recul sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est qu'une petite partie de l'iceberg. Moi-même, je fais des stories et tout. Parfois, j'aimerais dire aux gens, il y a des jours, je fais pas de story. Bah, peut-être parce qu'en fait, là, ce jour-là, moi, j'ai pas réussi à travailler. Je suis pas bien du tout. J'ai des soucis familiaux. Enfin,
d'apprendre à vraiment ne pas interpréter juste à partir d'une story, à partir d'une photo. Ah, elle vit trop sa best life, elle est à Bali, ça, tu sais pas ce qu'elle vit à Bali. Ça se trouve, ça va pas. Enfin, voilà, d'apprendre à avoir quand même un esprit assez critique et de dire, ok, c'est ce que je vois, c'est ce que j'interprète, mais c'est peut-être pas la vérité, quoi. Ouais, on montre que ce qu'on veut montrer aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Après, ça reste un outil, tu vois, de communication. je Par trouve ça exemple, vous génial. deux, vous êtes toutes les deux sur les réseaux sociaux. On serait peut-être pas là sans les réseaux sociaux. C'est ça. Exactement. Donc, c'est là où je pense que c'est important de voir ça aussi. En fait, c'est pour tout. C'est une ressource, c'est un outil. Ça te permet de t'exprimer, ça te permet d'être créatif, ça te permet de créer des liens, ça te permet de changer de vie. Les réseaux sociaux ont changé la vie de beaucoup de personnes. Donc, c'est une ressource. Mais soyons concentrés sur le fait que ça soit une ressource et non pas comme quelque chose qui nous enfonce. Et qui nous définit. Les Ouais. réseaux sociaux ce que tu vois sur les réseaux sociaux ne te définit pas toi en tant que personne. Ouais. Et je rejoins aussi beaucoup Temanava sur le fait que se questionner, s'observer. Qu'est-ce que quand on est trigger, je sais pas c'est quoi le mot en français, quand ça vient nous chercher quelque chose, on est dans le jugement, qu'est-ce que ça vient dire de nous en fait? C'est quoi le besoin en nous qui est non comblé? Alors ça, c'est intéressant parce que il faut savoir aussi identifier ce qu'on ressent et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, Oui. me semble-t-il. On nous apprend. Si je te demande quels sont tes besoins, toi, en tant que femme, aujourd'hui, on nous apprend pas vraiment à... tout On cas, c'est nous pas apprend à spontané. écouter les besoins des autres. Oui. On ne nous apprend pas à écouter nos besoins parce que c'est perçu comme quelque chose d'égoïste, comme quelque chose d'auto-centré. Alors qu'en vrai, si tu connais tes besoins, tu peux aussi aider les autres. Enfin, Et si tu tu peux être arrives à te... une meilleure personne. Il est 18h21, on a commencé cette émission à 18h et donc vous êtes peut-être trop vite. un peu plus présents et je vous invite à poser vos questions ou même à réagir si vous êtes ici avec nous en direct. On a Temanava Domingo et Hinate Alai qui sont deux femmes mais aussi deux professionnels dans le bien-être, donc vous pouvez leur poser les questions que vous voulez. Et là où c'était intéressant aussi, on a parlé de personnes, donc il faut faire le tri dans son entourage parfois toxique. Je voulais revenir sur la relation toxique que tu as vécue, si tu veux bien en parler. Oui. Comment ça a impacté ton estime de toi, Hinatea? Comment ça a impacté? Mais ça m'a Ça t'a- complètement, ça m'a détruite. Ça a détruit mon estime de moi. Je trouvais que je n'avais plus de valeur, que j'avais perdu tous mes repères. Ça m'a mis, je pense, plus de 2 ans pour vraiment me reconstruire et me recréer une nouvelle identité de Hina qui... C'était quoi? Il te faisait douter de toi en permanence? Tu n'as peut-être pas envie d'entrer dans les détails à ce niveau-là, mais ça peut peut-être aider. Oui, me faisait douter de moi, mais c'était surtout très toxique dans le sens tromperie. J'ai Ok. appris au bout de quelques années qu'en fait, il était marié. Enfin, c'était vraiment Ah la oui, non, grosse ouais. histoire qui a fait que... en fait, moi, dans la relation, ce qui a été difficile, c'est que je n'arrivais pas à sortir de la relation alors que je savais très bien que c'était pas bien et que c'était toxique. Et c'est là, justement, que mon estime de moi, elle en a pris un coup. Parce que quand tu es dans une situation et que tu sais que c'est pas bien pour toi, mais que tu n'arrives pas à te respecter toi-même, en fait, pour moi, c'était ça. Le fait de rester, je ne me respectais pas. Et quand je me respecte pas, en fait, je m'aime pas. C'est quand on réfléchit bien, c'est un peu ça, avec le recul, que quand je m'analyse, je me dis, waouh, c'est fou comme pendant plusieurs années, je suis restée dans ce schéma-là. Et, Ça a été quoi le déclic pour que tu en sortes? la goutte de trop, Ok, la tromperie de trop, ok. disons. Mais par contre, quand il y a eu le déclic... Ah, les femmes, quand elles ont le Ah oui. déclic, c'est fini après. Hein. C'est plus la peine d'essayer. Exactement. Sondage. C'est waouh, ok. On essaie, mais une fois qu'on se dit c'est fini, toi, c'est fini, mais il n'y a Ouais. jamais quoi. Donc, c'est pas après la relation que mon estime de moi, elle a été en pente descendante. C'est pendant toute la relation parce que j'étais dans un cercle vicieux hyper toxique et j'arrivais pas à sortir. Et après, ça t'a mis du longtemps, hein, ça 2 m'a ans mis pour énormément vraiment... de temps, oui. Mais quelque part, ça a fait aussi celle que tu es aujourd'hui. Exactement. Toutes nos expériences, en fait, nous mènent là où on est, Ouais. quoi. Et ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est vraiment de me concentrer sur moi, de faire les choses que j'aime, de m'inscrire à des activités que
que j'ai toujours voulu, mais que j'ai jamais osé d'y aller, même si j'étais toute seule. J'ai créé une entreprise de pâtisserie santé. Et ça Oui, c'est vrai. tellement... Pâtisserie santé. c'est venu chercher des choses en moi que je savais pas que j'avais. Et ça m'a permis de me développer. Et aujourd'hui, c'est plus ce que je fais là, mais ça a été tellement enrichissant et ça m'a transformée complètement. Et au final, je regrette vraiment rien. Bah justement, toi, t'as connu des relations à peu près toxiques ou Des relations pas à peu près, c'est qui toxique m'ont fait tout court, grandir. qui t'ont fait grandir? Ouais. Moi, je comprends totalement. Mm. Et de ma perception, avec du recul, je pense que ça nous ramène toujours à nous-mêmes, en fait. C'est que si je vis ça, c'est que quelque part, il y a un espace en moi, il y a une part en moi qui a besoin d'apprendre quelque chose, qui a besoin d'être mise en lumière. Peut-être que si je suis dans la dépendance affective, qu'est-ce que ça dit de moi? Enfin, en fait, j'observe aujourd'hui, c'est qu'on a besoin, on a beaucoup plus besoin de nous-mêmes que ce que l'on pense. Mm. Donc on va chercher à l'extérieur, on va essayer de ci, de ça. Mais en fait, si on prend le temps de s'écouter sincèrement, de se poser avec nous-mêmes, on se rend compte que, en fait, on sait pourquoi on vit ça. Enfin, je veux dire, il y a une raison. Et c'est pour ça qu'on dit que toutes les expériences nous aident. Finalement, elles sont pas sur notre chemin pour rien. Qu'est-ce que... on va en venir à vos activités de bien-être. Qu'est-ce que tu proposes dans tes ateliers Temanava? Oui, alors moi, j'ai créé Temanava Atelier, ça fait 1 an maintenant que ça a été créé. Ça a été créé sur la base de mon vécu. Donc le mannequinat, Miss Tahiti, le coaching de vie et toute mon expérience. Et l'idée pour moi, c'est de permettre justement aux femmes de transformer le regard qu'elles portent sur elles-mêmes pour qu'elles puissent tout simplement prendre leur place, prendre confiance. On parle beaucoup du regard des autres, mais le regard qu'on oublie souvent, c'est notre propre regard et c'est celui qui nous bloque dans la vie de tous les jours. J'ai surtout envie d'accompagner toutes les femmes. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu, moi, dans mes expériences de mise de mannequin. Mais je vois que toutes les femmes vivent la comparaison, vivent le doute, vivent la peur de s'affirmer, la peur de prendre leur place, la peur d'oser. Et c'est là où je me suis dit, en fait, vous en êtes capable, mais peut-être que vous ne le voyez pas et vous n'avez peut-être pas l'espace. Donc, comment est-ce que ça se passe? Je les accueille dans un super espace au bord de l'eau, à Paella. Et je crée cette bulle d'abord. Donc, rien que le fait de se retrouver entre femmes... Ça fait déjà du bien. Tu vois, elles sont là, elles sont contentes, elles ont hâte. Et on débute avec une respiration, juste pour se mettre dans cet espace. Et je rappelle toujours au début de l'atelier, j'essaie vraiment de créer cette bulle en leur disant que c'est confidentiel, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il y a du respect, de l'amour et de la joie. Et rien que de créer cette bulle, tu vois qu'elles sont là, ok, c'est bon, je vais pouvoir me poser, relâcher tout ça. Il y a beaucoup d'échanges, donc on échange beaucoup pour voir où elles en sont dans leur vie, leurs besoins. Elles posent une intention et après on met tout ça de côté et on se lance dans le défilé. J'ai une association d'outils justement qui me permet d'aider ces femmes à se révéler. Et ça dure 3 heures, donc il y a un vrai processus, il y a plusieurs défilés, il y a l'exercice du miroir. Et ça souvent on se dit « Ah mais j'ai un miroir chez moi !» Mais de défiler et de se regarder dans le miroir, d'avoir de la musique aussi. Il y en a qui m'ont souvent dit à la fin, c'est la première fois de ma vie que je me regarde. Et tu le vois sur le corps, on parlait du corps, le fait de somatiser, tu le vois sur le corps, le visage qui s'ouvre. Parce qu'en fait, t'as des sens tendus et tout. Et là, souvent, c'est vers la fin. À la fin de tous les défilés, tous les échanges, parce qu'entre chaque défilé, il y a des échanges, comment elles le vivent, comment elles le sentent dans leur corps, c'est hyper important. Parce qu'on peut passer notre temps à parler, mais le corps, c'est le corps qui enregistre tout ce qu'on vit. Et elles se disent, ah mais oui, je me sens beaucoup plus légère, là je me sens beaucoup moins bloquée. Et en fait, moi, ce qui me touche et ce que je retiens le plus, ce sont toutes ces femmes, peu importe l'âge, 40, 60, 70, 80, qui à la fin se disent, c'est la première fois que je me vois en fait. Et je peux enfin me dire, j'ai le droit de m'accepter. J'ai le droit de prendre ma place. Je peux me regarder. Et c'est pas facile pour elles sur le coup. Mais après, je sais qu'il y a une graine qui a été plantée et que dans leur vie de tous les jours, elles vont pouvoir refaire tout ça. Quand elles seront au magasin, ma posture, tout ça. Quand elles vont entrer dans un restaurant, elles vont arrêter d'entrer. Alors, elles se sont préparées pendant 1 heure, mais elles se mettent comme ça. Non, maintenant, elles se sont préparées. Elles arrivent, elles sont fières de qui elles sont. Et au-delà de tout ça, dans leur relation elles-mêmes, il y a une relation qui est différente. Il y a beaucoup plus d'ouverture, de légèreté, de place
pour enfin s'accueillir tel qu'on est. Et donc, ne plus chercher constamment la réponse à l'extérieur, mais se rendre compte que la clé est déjà là et qu'elles ont ce potentiel, elles ont l'espace, elles ont le courage de le développer dans tous les domaines de leur vie. Donc voilà, ça dure 3 heures, mais j'aimerais que ça dure plus longtemps. Mais pour le moment, je me concentre sur ça. Mais ces 3 heures font... aujourd'hui, je pense que je suis fière de le dire, même si j'ai que 24 ans. Je pense que ce qui m'aide, moi, c'est cette écoute et cette présence que j'offre aux femmes. Parce que ce que je vois, ce sont des femmes après qui ont toutes les clés pour continuer d'avancer dans leur vie avec beaucoup plus de confiance. Et ça, c'est mon plus beau cadeau. Pour l'instant, c'est 100% féminin alors, hein? Oui, c'est 100% féminin. T'as pas de demande au niveau masculin, non? Si. J'en ai beaucoup. Souvent, ce sont les maris des femmes. Elles disent mais j'ai envie que mon mari fasse ça. Sinon, pour les adolescents. Et pour l'instant, pas trop pour les jeunes, c'est autre chose. En fait, pour moi, alors j'ai beaucoup de demandes aussi pour les jeunes. Je suis en train de travailler sur ça. Pour le moment, je travaille avec les particuliers, donc je fais des ateliers mensuels chaque mois et avec les entreprises ou les associations. Donc c'est vraiment un atelier qui s'adapte pour tout le monde puisque c'est pour toutes les femmes et ça a son impact en fonction de la demande et tout. Mais pas encore. Enfin, j'ai travaillé avec des jeunes quand même. Hein. J'ai travaillé avec des jeunes, mais c'est pas. Pour moi, il faut que je développe encore plus parce que le jeune n'a pas les mêmes besoins. Il est en pleine construction, son vécu est différent. Les hommes, pareil, sont pas les mêmes besoins. Donc, je pense que c'est important quand même de bien construire ça. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait. J'ai pris le temps d'observer. Là, aujourd'hui, avec tous les ateliers que j'ai faits, je vois de loin toute l'expérience qu'il y a eu et je peux adapter mon atelier parce que j'ai vu la transformation. Mais ça prend du temps. C'est pas quelque chose que je fais comme ça, quoi. Elles sont suivies sur plusieurs ateliers, du coup ? Alors, j'en ai qui reviennent. Hein. Et moi, au début, je me disais, ah non, mais... Enfin, je pensais que c'était quelque chose qui se faisait qu'une seule fois. Et ben, j'ai eu des surprises parce que j'ai des femmes qui ont refait une deuxième fois et elles l'ont pas vécu de la même façon. Et en fait, ça vient chercher autre chose chez elles. Donc, finalement, ça se revit facilement, quoi. Je veux dire, c'est peut-être pas quelque chose qui se vit une seule fois, ça peut se revivre et il y a toujours cette même magie et cette même légèreté à la fin de l'atelier. Donc, ouais. Et aujourd'hui que tu as plusieurs ateliers... que tu as fait plusieurs ateliers, qu'est-ce que tu en retires par rapport... qu'est-ce que tu as pu observer maintenant ? Peu importe l'âge, on a toutes les mêmes appréhensions. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'à la fin, ils disent au début, j'avais peur de me montrer face à quelqu'un que je connais pas. Et en fait, on a les mêmes appréhensions. Et à la fin, il y a une sorte de solidarité. C'est pour dire, t'es pas seule, tu vois. T'es pas seule, moi aussi j'ai vu ça et on va y arriver, quoi. Et... donc c'est ça que j'observe. Et enfin, les femmes ont besoin d'écoute. Elles ont besoin d'être vues. Elles ont besoin d'être reconnues. Elles ont besoin d'être écoutées. Et rien que ça les aide vraiment à rayonner et à s'épanouir. Rien que de les reconnaître pour ce qu'elles sont et qu'elles se disent, en fait, j'ai pas besoin d'être comme elles, comme ci, comme ça. Je peux être comme moi, avoir ma place sans éteindre l'autre. Ouais. Et la respiration, elle compte aussi beaucoup dans tes ateliers ? Pour moi, c'est... quand on vient sur Terre, on respire. Quand on part, on respire. J'ai envie de dire, c'est la base. Et c'est ce que je dis à toutes les femmes. Et ça me fait plaisir que Hina soit là. C'est une spécialiste de la respiration. Ma mère m'a toujours dit, ma chérie, tu sais pas trop respirer. Respire avec le ventre. Parce que ma respiration, elle est bloquée et tout. Et j'ai appris à faire ça. Et dans les ateliers, je commence avec une respiration et je termine avec une respiration. Parce que au quotidien, on ne respire pas, on ne respire plus. C'est un automatisme. Mais dès qu'on a des moments de panique, de stress, c'est là qu'on commence à dire « Oh, la respiration, la respiration ». Pour moi, c'est peut-être une des clés essentielles dans notre vie. C'est de respirer, de s'aider de ça pour se détendre. Parce que dans la détente, on peut accueillir les choses, on peut s'écouter, on peut prendre le temps, voilà. Justement, donc toi, Hinatea, tu proposes du coaching en breathwork. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer le concept ? Alors, le breathwork, c'est vraiment une technique de respiration consciente et connectée. Mes ateliers durent 3 heures aussi. En fait, ça pourrait durer moins longtemps, mais j'aime prendre le temps. Comme toi, j'aime créer un espace pour les personnes qui viennent, un espace de confiance où ils peuvent vraiment se déposer et aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est quoi le breathwork ? En fait, c'est certainement dur à expliquer en seulement quelques mots, mais c'est se reconnecter au pouvoir de son souffle. Parce que
comme Temanava a dit, on commence à respirer, on meurt, on a un dernier souffle. Et il y a tellement beaucoup plus que juste respirer pour amener de l'oxygène dans notre corps pour vivre, en fait, pour ne pas mourir. Ça a un pouvoir immense de venir libérer tellement d'émotions en nous, toutes les tensions stockées dans notre corps, parce qu'au final, la respiration, ça a un lien sur toutes les fonctions de notre corps. Notre système nerveux, notre système lymphatique, notre système endocrinien, notre système, tout notre corps se sert de la respiration pour fonctionner, en fait. Et quand on le fait avec conscience, ça a un impact énorme sur le corps, sur le système nerveux. Et moi aussi, je vois des résultats incroyables à la fin de mes ateliers, des personnes qui ne se sont jamais senties aussi connectées à elles-mêmes, en fait. Plusieurs personnes m'ont dit que c'est comme on leur a donné une clé, puis ça vient ouvrir une brèche, comme ce que tu disais aussi tout à l'heure. Et ouais, c'est une belle pratique et ça a énormément de bienfaits. Et ce que je trouve le plus beau, c'est que c'est nous, c'est en nous. Notre respiration, elle nous appartient, elle est avec nous 24 heures sur 24. Et même si c'est pas pour faire un atelier de 3 heures, juste prendre le temps, 5 minutes, pour se connecter à sa respiration, sentir notre ventre qui se gonfle, ça a un impact énorme sur notre état au quotidien. Sur l'anxiété, le stress et les bienfaits, je pourrais parler des heures des bienfaits, quoi. Non, on peut peut-être savoir, peut-être par exemple, donc tu prends les hommes et les femmes, hein, tu prends les deux, toi. Donc ça dure 3 heures, généralement, donc tu expliques, et il faut que ça soit accompagné, hein, le breathwork aussi. Quelque chose que tu peux faire, c'est quelque chose que tu peux aussi faire tout seul, parce que c'est un des outils, ça peut être une clé aussi pour... C'est possible de le faire tout seul. Dans ma formation, on nous a recommandé que la personne fasse au moins 10 séances accompagnées avant de pouvoir le faire tout seul. Parce que ça peut avoir... par exemple, tu peux entrer en transe, ça peut vraiment te débloquer des vraies choses. On dirait comme ça, on parle de respiration et tout, mais en fait... C'est une entrée en transe et ça peut libérer tellement de choses dont on ne s'attend pas. On peut ressentir plusieurs sensations physiques, émotionnelles, mentales, mais aussi spirituelles. Donc, pour les débuts, c'est bien d'être accompagné pour avoir aussi un cadre de sécurité. En fait, c'est ça que je dis dans mes ateliers. Moi, je suis la facilitatrice. Je suis là pour vous guider et vous soutenir, mais le vrai travail, c'est vous qui le faites. Moi, je vous offre en fait l'espace et c'est votre souffle, c'est en vous. J'amène le cadre. Donc oui, c'est possible de le faire seul. Moi, je le fais seule des fois, mais j'avoue que je préfère aussi être accompagnée. Même en étant coach en breathwork. C'est différent. Super, magnifique. Merci les filles. C'est génial. Est-ce que vous avez des recommandations pour ceux qui, tout seuls, chez soi, n'oseraient peut-être pas aller faire des ateliers ou qu'est-ce qu'ils peuvent déjà faire à eux-mêmes tout seuls pour ceux qui manquent beaucoup de confiance en eux, qui sont trop focus sur ce que pensent les gens d'eux. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Moi, je les ramènerais à une question. De quoi vous avez besoin réellement? Ouais, c'est ce dont on parlait. Asseyez-vous, identifiez vos besoins. Prenez le temps, juste prendre le temps de se poser les bonnes questions. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui est là pour vous réellement aujourd'hui? Des fois, on n'écoute pas en fait ce qui est là pour nous et on continue dans notre journée. Et c'est sûr qu'avec la routine et le quotidien, c'est facile de s'emporter. Et tout à l'heure, Temanava, elle parlait aussi de ça, on ne s'écoute pas, on ne se connaît pas. Mais en même temps, avec le quotidien que beaucoup d'entre nous ont, boulot, dodo, c'est une boucle qui continue, on ne prend pas le temps. Donc déjà, se poser les bonnes questions et prendre le temps de le faire. S'asseoir avec soi-même, écouter ses pensées. Moi, ce qui me vient intuitivement, c'est revenir aux choses simples. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'opportunités de prendre soin de soi. Mais revenons aux choses simples. Une balade dans la nature. La nature, pour moi, c'est notre plus grande ressource. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. C'est parce qu'en fait, c'est ça. Franchement, qui se sent pas bien après une belle balade en nature? Ok, bon, il y en a qui vont me dire, moi, j'aime pas marcher. Je comprends. Aller à la mer. Mais j'ai envie de dire, la nature, revenir aux choses simples. Je vais dans la nature. Je regarde les étoiles le soir. J'observe les étoiles.
je vais à la mer me baigner avec des amis, je partage un moment, je prends un livre, je lis, j'écoute de la musique et je regarde le coucher du soleil. Des ressources comme ça, des temps pour soi, déjà ce que ça apporte, c'est de la connexion à soi et à plus grand que soi, donc la nature. Se déconnecter un peu de... aussi. Revenir dans l'instant présent, avec le souffle, revenir carrément. ici, ok. Et après, moi, ce que je dirais, c'est le miroir. Le miroir, c'est peut-être un outil, moi, qui... En tout cas, c'est l'outil qui aide le plus de femmes, c'est de se regarder dans le miroir, mais pour de vrai. C'est pas juste regarder et se dire « Ah, parce que souvent, on va se regarder, on fait « Ah, punaise, mes boutons, punaise, mes sourcils, je suis pas allée faire. » Et en plus, est-ce qu'on pourrait regarder peut-être autre chose? Mon regard, qu'est-ce qu'il exprime? De la tristesse, de la colère, de la solitude? Comment je me sens dans mon corps? Revenir au corps le matin, quand je me réveille. Punaise, aujourd'hui, je me sens carrément tendue, stressée. Juste de reconnaître comment on se sent, d'apprendre d'être en pleine présence avec soi-même, pour moi, c'est peut-être le premier pas vers la confiance en soi, parce qu'on se retrouve. S'écouter. S'écouter, Carrément, revenir à soi. ouais. Merci. C'est une belle manière de terminer cette émission. Je vous remercie Mm. beaucoup, Temanava et Hinatea, d'être Merci. venus avec nous expliquer ce que vous faites, breathwork, atelier, voilà, de bien-être, apprendre à s'aimer. Mm. Voilà, quelle belle conclusion. En tout cas, sachez que cette émission sera en replay sur YouTube de Polynésie la Première, et je vous dis à très très bientôt. Ouais.